Alors on a 32 indicateurs, on est un peu juste pour tous les regarder. C'est un peu court. Donc on a fait un choix. On a fait un choix et le choix qu'on a fait pour aborder quelques indicateurs, on en a choisi un par critère pour tout vous dire. Et le choix qu'on a fait, c'est au travers de l'expérience. C'est-à-dire que nous, consultants, au travers des organismes qu'on a pu accompagner, au niveau des conseillers Vivea, au travers des relations qu'ils ont avec vous, on s'est concerté et on s'est dit on va choisir des indicateurs pour lesquels, alors soit ils sont un peu nouveaux, soit c'est des indicateurs où on sait que c'est pas toujours facile, ou tout au moins où on se pose des questions, où il faut avoir un peu des idées, ou voilà. Il y a une marge de progrès possible, quoi. Voilà, où il y a une marge de progrès possible par rapport à ce qui pourra être attendu demain aussi, bien sûr. Alors, ce qu'on a choisi, c'est effectivement le 2, le 4, bon je ne vais pas les passer comme ça, on va aller les regarder. Donc l'indicateur 2 qui est positionné sur le critère 1, je vous rappelle, hein, on était sur la partie communiquer, on va vous demander, on dit le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. De quoi parle-t-on? Eh bien en fait, là on va vous dire, alors ça peut être des indicateurs globaux, hein. Si on reprend, bah tiens, pour ceux qui l'ont là, on peut prendre ça là, si on va sur le fameux indicateur, comme ça fait manipuler un peu. Donc je suis sur l'indicateur 2. Et là, ce qu'on vous dit, au niveau des indicateurs de résultats que vous pouvez utiliser, ça peut être des taux de satisfaction. Ça peut être des nombres de stagiaires. Ça peut être taux et cause des abandons. Donc vous voyez, ça peut être assez... Enfin, c'est pas forcément compliqué. C'est pas forcément compliqué. C'est à vous de choisir les bons indicateurs, ceux qui seront pertinents. Parce qu'on dit qu'on va les communiquer. Donc, si on doit communiquer sur ces indicateurs-là pour valoriser ce que vous faites, bah autant les choisir correctement, quoi. Autant les choisir pour que ça vous permette de valoriser ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que nous, au travers de la préparation, on a identifié des avantages. Et on s'est dit, ben, finalement, au travers d'indicateurs comme ça, si vous les choisissez bien, ça peut vous permettre aussi de mettre en valeur vos formations et ça peut devenir des arguments commerciaux. Donc ça, c'est vraiment des leviers pour vous. C'est aussi une façon, en choisissant les bons indicateurs, de pouvoir inspirer de la confiance. Si vous communiquez sur un taux de réussite et qu'il est bon, ben c'est intéressant. Et puis, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ce critère 1, là, au niveau de la communication, c'est pour permettre aussi de faciliter le choix. Donc, l'indicateur que vous allez communiquer, il faut qu'il permette aussi aux futurs bénéficiaires d'avoir une idée de la qualité de la prestation sur laquelle il va se positionner. Dans le référentiel, il y a des exemples, donc je pense que quelque part, il y a des choses qui vont se mettre, enfin les organismes de formation auront tendance à utiliser les indicateurs les plus faciles à communiquer au départ. Après, chacun aura la libre possibilité de choisir les indicateurs qui lui permettront les plus pertinents. Après, si vous avez des référentiels métiers sur lesquels on vous impose des choses, ça sera autre chose. Quand vous allez communiquer sur vos formations, vous allez effectivement pouvoir donner ces indicateurs-là pour valoriser les formations que vous réalisez, de façon globale ou ponctuelle sur une formation. Là, on vous dit, le niveau attendu qui est demandé là, hein, c'est donner une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Donc, c'est qu'on puisse dire, voilà, qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir. Mais vous voyez, quand on lit ça, on a l'impression que c'est une montagne. Alors que bon, quand on regarde les exemples qui sont proposés, on a des exemples qui sont beaucoup plus atteignables. Donc, il va y avoir toute cette phase où il va falloir s'ajuster. Il va falloir trouver le bon gap. Et ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre de façon très fine, parce qu'on ne fait pas de l'accompagnement là, et puis surtout, ça va se caler tout ça. Cet indicateur est lié à la libéralisation du marché, c'est des critères pour donner les moyens au public de choisir la meilleure formation pour eux, quoi. C'est ça le sens. Oui, oui. Oui, et puis c'est lié aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de pouvoir accéder facilement.
Donc ça veut dire que quelque part, il faut que les informations que vous mettez à disposition des gens qui vont venir acheter de la formation, il faut qu'elles soient le plus claires possible et qu'elles soient le plus pertinentes possible pour qu'ils puissent choisir. Donc ça sera, après, ben voilà, il va falloir réfléchir. Alors là, il y a plein de questions dans vos têtes, je me doute, parce que c'est à quel endroit, comment, sous quelle forme, et ben oui, il va falloir répondre à toutes ces questions-là. Mais ceci dit, le gap qui est demandé là, au niveau des audits que l'on pourra faire, parce qu'on peut se positionner comme ça aussi. Si je dois venir vous auditer demain, moi qui suis auditeur à l'occasion, hein, un peu plus qu'à l'occasion d'ailleurs, ben, je vais me référer à quoi? Je vais me référer à ce qui est marqué là. Si on me dit que le taux de satisfaction, c'est un indicateur suffisant et que vous l'avez utilisé, ben on validera le critère. On validera l'indicateur, excusez-moi. Donc vous voyez, il y a le seuil minimum qu'il va falloir trouver pour pouvoir répondre à l'indicateur et être certifié. Puis après, il y a le travail que vous allez pouvoir faire par rapport à vos structures en disant, mais cet indicateur, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter à moi? Hein? Il y a la certification d'un côté, on va être un peu obligé, ça c'est sûr. Par contre, cette certification et le questionnement qui est associé, ça vous appartient. Alors bon, voilà, on a identifié des non-conformités potentielles. Ben, on pourrait avoir une non-conformité mineure si l'information n'est pas assez détaillée. Bon, c'est-à-dire que si jamais on communique... Quand on ne dit pas assez détaillé, c'est vrai que sur un indicateur, il faut avoir quand même une notion. Si on communique sur un niveau de satisfaction, il faut qu'on sache sur quoi ça porte, sur quelle période, par rapport à quoi. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc on prend un petit zoom sur le critère 2. Le critère 2 étant orienté conception, vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'on a vu dans notre fleur. Et là, on a un indicateur qui dit le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur. Eh bien en fait ici, on va vous demander effectivement d'avoir un moyen pour identifier le besoin par rapport aux formations que vous allez construire. C'est-à-dire que cette analyse de besoin, en fonction du type de formation que vous allez mettre en place, elle pourra être faite de moult façons. Si on est on peut avoir un donneur d'ordre avec qui vous allez monter une formation et à quel cas l'analyse de besoin pourra être faite avec l'entreprise ou avec le donneur d'ordre, au travers de l'identification des publics visés. Mais ça peut être aussi fait au travers de la remontée d'informations qui arriveront des formations déjà réalisées pour adapter. Donc cette analyse des besoins, elle va pouvoir se faire à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui est attendu au niveau du référentiel? C'est que vous ayez des outils pour le faire. Donc ça peut être des grilles, ça peut être des bilans, ça peut être des dossiers d'inscription pour certaines formations. Voilà. On peut le retrouver à plusieurs niveaux, cette analyse de besoin. L'analyse de besoin, c'est celle qui va vous permettre derrière de définir, de construire votre formation et de l'affiner, de faire en sorte que la formation elle soit bien calibrée, que les objectifs pédagogiques visés soient bien posés. Donc c'est important que cette analyse de besoin elle soit bien réalisée. Qu'est-ce que ça va vous permettre de travailler sur cette analyse de besoin? Bien évidemment, une meilleure approche des besoins pour une proposition adaptée, c'est ce que je viens de dire. Ça va vous permettre d'affiner et d'avoir des formations qui soient le mieux calibrées possible. C'est ce qui va vous permettre aussi régulièrement de réadapter des formations existantes. Des fois, on a l'habitude, dans la durée, il y a des formations qu'on a construites, on les a fait, on les a refait, et puis voilà. Mais des fois, revenir sur le besoin et se re-questionner sur le besoin, ça permet d'adapter, de faire évoluer, de modifier. Ça va vous permettre aussi d'augmenter votre taux de transformation des prospects, parce que plus vous allez coller à un besoin, et plus vous aurez d'inscrits. Ça paraît assez cohérent comme idée. On peut aussi avoir un cahier des charges qui va être monté avec une entreprise donnée, ou alors dans le cadre d'un appel d'offres. Voilà. C'est pour ça que quand je disais l'analyse du besoin, elle peut se retrouver à plusieurs niveaux. Ça dépend énormément des formations que vous réalisez et de la façon dont vous les réalisez. La sémantique utilisée, là, elle renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le public visé,
c'est les demandeurs d'emploi. Donc là, c'est demandeur d'emploi, c'est derrière, c'est le terme financeur. Et entreprise, c'est le terme OPCO, donc pour les salariés. Mais quelque part, cette question de la réponse au public, ce qui est visé, c'est l'augmentation des compétences du stagiaire, du bénéficiaire, au regard de l'environnement professionnel dans lequel il évolue. D'accord ? Ou le potentiel environnement professionnel dans lequel il devrait évoluer si on prend la personne demandeur d'emploi ou en apprentissage. Mais quelque part, la question est la même. C'est-à-dire que pour nous, qui travaillons avec des indépendants, la question c'est quelle veille vous avez mis en œuvre au regard des compétences nécessaires aujourd'hui pour assurer pleinement le métier d'agriculteur, le métier d'exploitant forestier, le métier de paysagiste, pour pouvoir assumer pleinement le développement de son entreprise et la pérennisation de son emploi. Donc la question est un peu la même, mais c'est vrai que quand on prend le référentiel stricto sensu tel qu'il a été rédigé par la DGEFP, il manque d'une certaine façon le prestataire analyse de besoins du bénéficiaire en lien avec l'entreprise, sous-entendu sa situation professionnelle, le financeur et l'environnement économique dans lequel il agit. Parce que quelque part, nous, c'est presque plus ça qui est important, puisque c'est clairement la tendance du marché, des évolutions et des attentes des consommateurs vis-à-vis de l'agriculture qui va aussi faire migrer les besoins de compétences. Voilà, on voit bien qu'à l'époque de l'agribashing, on a besoin de savoir communiquer sur son métier, ce qu'on n'avait peut-être pas nécessité de faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Oui, et alors je me permets de rebondir et je vous donnerai la parole après. C'est là qu'on voit aussi la cohérence au niveau du référentiel, parce que les indicateurs qui sont au milieu dans la bulle grise, là, qui sont liés au contexte, répondent à ce que vient de dire Damien sur le fait de bien connaître son environnement pour adapter. Ça existe déjà. Après, c'est vrai que, en retour d'expérience, on va dire, c'est un point qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre dans les organismes de formation. Alors, j'ai envie de dire, la plupart du temps, on le fait, parce qu'on ne peut pas monter une formation sans s'être posé un minimum la question du besoin. La difficulté que l'on peut peut-être avoir parfois, c'est de trouver la bonne façon de le montrer à l'auditeur. C'est de dire, ben voilà, nous, notre façon de faire pour être performant, c'est ça, et les éléments qu'on a à vous montrer pour prouver qu'on le fait, c'est ça. Et c'est à ce niveau-là que parfois on a du mal. C'est-à-dire que, moi je sais que souvent quand j'accompagne, on me dit mais oui, mais on fait comme si, alors il y a des mails, il y a si, on fait des réunions, machin. Oui, mais concrètement, est-ce qu'il y a des grilles? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui est important de regarder? À quel endroit ça se passe? Comment vous faites pour récupérer de l'information qui viennent des personnes, des publics visés? C'est vrai, c'est un peu dur. Pour vous donner un exemple, sur une formation que j'ai montée avec une entreprise, pas dans votre secteur pour le coup, eh bien effectivement j'avais monté une grille et j'ai fait des interviews avec les personnes qui allaient être formées. Donc j'avais travaillé avec le dirigeant, j'ai travaillé avec les futurs stagiaires, j'ai fait une analyse, donc c'est un diagnostic en fait. Je suis partie d'un diagnostic et à partir de ce diagnostic j'ai construit ma formation. Les critères, ce critère-là, il est applicable à nos 4 activités, c'est-à-dire aux formations, mais il est applicable aussi au bilan de compétences, il est applicable pour les VAE et il est applicable pour les CFA. Vous voyez bien que ça ne va pas être tout à fait pareil. On ne va pas avoir les mêmes outils, on ne va pas avoir la même approche. Il va bien falloir, chaque fois, il va falloir s'adapter. Alors, on s'était fait la remarque aussi, c'est vrai qu'au niveau des audits, il va y avoir tout un travail d'adaptation. C'est clair que quand on va venir, en fonction de la taille de l'organisme de formation, en fonction du marché sur lequel il est situé, en fonction du contexte dans lequel il est, il va bien falloir qu'on prenne la mesure pour l'auditer au bon endroit. Bon, ça va être un travail qui va être à faire. Donc l'indicateur 11, c'est le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Alors, là, on est sur le 3, donc on est plus dans la réalisation. Et effectivement, on dit, on va récupérer les besoins. Au travers de ces besoins, on va définir des objectifs pédagogiques. À un moment donné, il va falloir faire l'évaluation de l'atteinte des objectifs. Donc ça, parfois, c'est pareil. On le fait plus ou moins. Et par contre, arriver à le prouver et à le formaliser, c'est régulièrement assez compliqué. Donc ça fait partie des sujets qu'il faut travailler si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça a un intérêt évidemment
d'identifier des incohérences ou de vérifier qu'entre ce qu'on a prévu en termes d'objectifs pédagogiques et ce qu'on atteint, eh bien, est-ce que finalement tout notre déroulé il est cohérent et il permet d'atteindre l'objectif ou pas? C'est quand même intéressant de faire cette mise en parallèle et puis de voir si on remplit bien si on délivre des formations qui atteignent leurs objectifs. Voilà. En termes de non-conformité, ben oui, l'absence d'outils d'évaluation des connaissances, bien évidemment, ça sera une non-conformité, ça c'est sûr. Donc il faudra qu'il y ait des éléments de preuve pour montrer que c'est réalisé. Les petits exemples qu'on peut avoir, on peut avoir au départ des formations, un QCM sur 3-4 éléments qu'on a mis en objectif et qui sont importants, et puis voir à la fin si on a atteint l'objectif. Il y a des petits outils, mais c'est pareil. Cette évaluation des acquis, elle va être énormément liée à l'importance de la formation. Si on fait une formation d'une journée ou si on fait des formations sur 7-8 jours, c'est clair qu'on ne fera pas la même chose. Voire quand on fait des formations sur plusieurs journées, où on a un parcours qui est important, et c'est quand même super intéressant de faire des temps où on va phaser pour valider qu'il y a des compétences minimum acquises pour passer à la table d'après. Donc ça, c'est des choses qui se réfléchissent et qu'il est intéressant de développer. Donc sur le critère 4, le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et externes, que ce soit pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux. Donc là, il y a un accent important qui est mis sur la structuration, l'organisation et la répartition des rôles. Donc sur ce critère-là, on va vous demander d'avoir un organigramme, on va vous demander d'avoir des fiches de poste, on va vous demander de bien définir qui fait quoi, de bien définir comment vous vous coordonnez pour réaliser. Parce qu'effectivement, quand on monte une formation, on le sait tous, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que ce soit bien coordonné si on veut que la formation se passe correctement. L'information donnée, mais c'est aussi les salles, c'est aussi la coordination entre formateurs. Quand on a des formations un peu lourdes, où il y a plusieurs formateurs qui interviennent sur un groupe, ça peut valoir le coup qu'il y ait quand même un peu de coordination. On a dans le référentiel Vivea le référent formation, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Je n'étais pas sûre du terme. Mais bon, la notion de référent formation qui est vraiment un élément de coordination qui est très important. Donc là, ça fait référence à ça. Donc c'est vraiment des points, pour ceux qui sont certifiés, c'est des choses qui étaient déjà très présentes et qu'on vous demandait déjà. Dans tous les référentiels services, de toute façon, on n'y coupe pas ça, hein, c'est pas possible autrement. Donc là, on va vous demander d'avoir une vision globale des compétences, optimiser les ressources et aider à définir les rôles. Et en termes de non-conformité, ben, si vous avez un défaut ponctuel de coordination, alors ça pourrait être quoi ? Le défaut, en tant qu'auditeur, quand je me suis posé la question, je dis finalement, en tant qu'auditeur, un défaut de coordination, ça pourrait être quoi ? Eh bien, en fait, ça pourrait être, par exemple, une réclamation qui va arriver parce qu'on va dire que entre... bon, ça va un peu loin, là. Hein. C'est majeur, une réclamation. Ouais, ça pourrait être majeur. Mais ça pourrait être quoi? Tiens, je vous la pose, la question. Ça pourrait être quoi, un défaut? Oublier les consignes à un formateur. Oublier d'envoyer les consignes à un formateur. Oublier de ne pas avoir la preuve qu'on a envoyé des consignes. Qu'on a envoyé les consignes, oui, parce que ça peut être ça. Ben ça pourrait être mineur si on voit qu'il n'y a pas de problème derrière. C'est pour ça que je me disais, un défaut de coordination, c'est-à-dire qu'on le constate, ça n'a pas marché. Ne pas avoir envoyé les éléments, il n'y a pas forcément le dysfonctionnement, c'est la preuve qui n'est pas là. Donc vous voyez, c'est cette espèce d'endroit là, un peu pas évident. Mais ça va être ça, effectivement. Les horaires qui n'ont pas été communiqués correctement aux formateurs, oui, voilà, ça peut être ce genre de choses. Aujourd'hui, on va vous dire que le prestataire soit interne ou externe, il faut que l'engagement de service qui est demandé dans le RNQ, dans le référentiel qualité nationale, et soit respecté. C'est-à-dire que même si c'est un formateur externe, on doit avoir de la coordination, il doit avoir les éléments, enfin tout doit être fait. Donc on ne peut pas se permettre de dire « non, c'est sous-traité, non, ça ne marche pas ».
C'est pas possible. Après, c'est vrai que quand on parle de coordination, ça peut être avec des salles, ou, enfin, parce que quand on parle de coordination, c'est pédagogique, c'est administratif, c'est logistique, c'est commercial, donc c'est un peu tout. Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et externes adaptés aux prestations. Donc on en revient à cette histoire d'intervenants internes, externes. Vous le voyez, là on est sur le critère 5. Donc on disait les compétences des formateurs en particulier, et on dit bien qu'il va falloir pouvoir prouver les compétences, que ce soit des formateurs internes ou externes. Donc quand on parle de compétences ici, on va pouvoir travailler sur les compétences au moment du recrutement, on va pouvoir travailler sur les compétences aussi tout au long de l'activité et en fonction des formations. Ça peut être aussi adapter les compétences en fonction des évolutions des formations qu'on propose, parce que quand on fait évoluer ces formations, bien évidemment il va falloir acquérir les compétences associées aux formations qu'on propose si on ne les avait pas. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'en interne il y ait de la formation qui se mette en place. Et puis, il va falloir aussi valider les compétences des intervenants extérieurs. Donc comment on fait pour évaluer les compétences des formateurs extérieurs? Ça se fait pour avoir pas mal réfléchi au sujet dans différents métiers, parce que la sous-traitance aujourd'hui, dans tous les référentiels qualité, on l'a. Quel que soit le référentiel. Moi, je touche à pas mal de métiers, et dans tous les référentiels, on l'a. C'est vrai qu'au départ, on se dit ouah, dur. Quand on commence à creuser le sujet et qu'on commence à aller vraiment mettre en place des outils pour travailler ensemble, on s'aperçoit que ça aide énormément. Ça aide énormément à coordonner, ça fluidifie le transfert d'informations. Ça permet aussi de bien mettre en place qui fait quoi, les niveaux de responsabilité. Honnêtement, je trouve que c'est un sujet que ça vaut vraiment la peine de creuser. Alors pour ce qui est des compétences, évidemment, si vous gérez bien les compétences en interne, vous allez aussi pouvoir identifier les compétences qui sont disponibles dans la structure, mais pas mobilisées. Donc des fois, ça peut donner des idées aussi pour développer de nouvelles prestations. Et puis ça permet d'avoir une bonne vision des ressources dont on dispose. S'il y a une absence d'évaluation des compétences du formateur, bien évidemment, ce sera une non-conformité. Là, c'est un sujet qui est assez facile à auditer, donc on peut mettre des non-conformités assez facilement. Sur un prestataire, on va pouvoir avoir déjà en amont comment on le sélectionne. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va travailler avec une personne ou pas. Donc il va y avoir des critères de sélection. Après, dans l'évaluation, quand il réalise les prestations, on va pouvoir avoir... Alors c'est vrai, vous avez raison, sur l'expertise à proprement parler, on va pouvoir avoir du mal à l'évaluer. Par contre, on pourra faire des évaluations sur le retour qu'on a sur les formations qui sont réalisées. C'est-à-dire qu'entre les enquêtes, les satisfactions, voilà. Et puis, on pourra avoir aussi de l'évaluation sur l'évaluation des acquis. En préambule, je disais qu'il y a tous les critères de sélection. C'est-à-dire dire comment on va travailler avec quelqu'un et quel dispositif on peut mettre en place pour... Comment on s'interroge sur les compétences des gens qu'on va faire travailler. C'est pour ça qu'on parle aussi du recrutement en interne d'un salarié, mais de la même façon, comment on va travailler avec des prestataires extérieurs. Et là, j'ai presque envie de dire, sur certains sujets, ça va être un peu au coup par coup, en fonction des compétences qu'on va aller chercher. Mais je n'ai pas de réponse très tranchée là pour le coup. La veille, il y a 3 indicateurs sur la veille. Donc vous voyez, c'est pas un seul paquet, hein, c'est bien 3 items. Donc on a la veille législative et réglementaire, on va avoir la veille sur l'évolution des compétences et on va avoir la veille sur les innovations pédagogiques. On vous demande 3 niveaux de veille. Donc faire la veille, ça, globalement, on arrive toujours à répondre à ce critère-là. Au niveau indicateur, on arrive à montrer qu'on fait de la veille. C'est quoi qui pose problème ? C'est la fin de la phrase. Et on exploite les enseignements. Donc c'est là, effectivement, c'est bien beau de faire de la veille, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment on réagit? Donc, par exemple, là, aujourd'hui, on est dans... Typiquement, quand vous êtes là, vous pourrez dire, sur la veille réglementaire, on a fait 2 heures d'information avec Vivea. Ça contribue à notre veille. Oui, et qu'est-ce qu'on en fait derrière?
Voilà. Donc ça fait partie des choses qui sont auditées, ça. Comment on exploite la veille que l'on fait, comment ça vient nourrir notre stratégie, comment ça vient nourrir notre offre de formation. Voilà, comment ça... Après, c'est pas parce qu'on a une information qu'on est obligé de l'exploiter et de faire quelque chose, de mettre en place une grosse action. Par contre, il faut l'avoir distillé et dire, ben oui, non, enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut s'interroger. L'avantage de la veille, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, comme tout bouge, eh ben, ça permet de mieux se positionner, d'avoir une meilleure vision de son contexte, d'adapter sa stratégie, de s'interroger, se positionner éventuellement sur des innovations, puisqu'on vous demande de faire de la veille sur les innovations. Et puis bien évidemment, le dernier avantage, mais c'est quand même quelque part un minimum, on est un peu contraint de faire ça, c'est le respect de la loi. Vous voyez, en non-conformité, s'il n'y a pas d'exploitation de la veille, ça sera une non-conformité, ça c'est sûr. Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou portage salarial, il s'assure du respect de la conformité du présent référentiel. Donc effectivement, même si c'est une personne extérieure qui intervient pour vous, les engagements du référentiel doivent être respectés par rapport aux actions de cette personne. Ça va quand même garantir une prestation de qualité, ça vous permet de fiabiliser vos organisations et votre façon de travailler avec les personnes extérieures. Et ça permet d'avoir des formations qui soient mieux maîtrisées globalement, quoi. Quand on prépare nos audits, ça fait partie des choses que l'on regarde. C'est-à-dire comment la formation est dispensée, qui intervient, il y a de la sous-traitance, il n'y a pas de sous-traitance, à quel niveau, sur quoi ? Parce que la sous-traitance, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc qu'est-ce qui est sous-traité, qu'est-ce qui n'est pas sous-traité ? Et à partir de là, on va auditer tout ou partie du référentiel. Par contre, c'est vrai que s'il y a de la sous-traitance, eh bien, on va vous demander comment vous gérez la relation avec les sous-traitants. Donc ça peut être des conventions de sous-traitance, ça va être des dossiers par sous-traitant, avec des CV, avec des évaluations. Et puis bon, après, voilà, ça peut aller très loin, hein, parce qu'on peut aussi sous-traiter des outils pédagogiques. Donc, bon, évidemment, s'il n'y a rien de mis en place sur ce thème-là, c'est une non-conformité majeure qui fera que... vous pouvez pas ne pas le traiter, quoi. En gros, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc, le dernier indicateur que l'on a choisi, c'est l'indicateur qui dit que le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations. Donc celui-là, c'est le tout dernier indicateur, c'est celui qui boucle la boucle. Donc là, dans le critère 7, on a un indicateur avant celui-là qui va vous parler de la satisfaction et qui va vous parler aussi de la remontée d'informations des parties prenantes. Donc comment on écoute les personnes qui sont concernées pour récupérer de l'information et pouvoir l'analyser. Il y a aussi un indicateur sur les réclamations tout à l'heure. Et donc là, on va vous demander aussi de mettre en place un dispositif pour prendre en compte, traiter les réclamations. Et cet indicateur 32 vous demande de récupérer toutes ces informations-là pour pouvoir faire de l'analyse et à partir de cette analyse, mettre en place des mesures pour faire en sorte de vous améliorer et pérenniser votre structure. Donc évidemment, les avantages, c'est que ça peut vous permettre de réadapter son fonctionnement à tout moment, traiter les insatisfactions, se donner la capacité à s'améliorer. S'il y a une absence d'analyse, c'est une non-conformité, bien évidemment.